Le renouveau est un mouvement associatif politico-citoyen et socio-culturel né le 25 juillet dernier au sein de la diaspora congolaise de France. Vous le savez, madame, à Champs-sur-Marne, en région parisienne, pour être exact. Il est né d'un constat simple. Notre pays n'a pas besoin d'un discours politique supplémentaire. Il a besoin d'un sursaut patriotique collectif. Nous avons suffisamment entendu des promesses, vous savez. Nous avons vu des engagements s'éloigner des réalités quotidiennes de notre peuple. Nous avons vu des ambitions personnelles prendre parfois les dessus sur l'intérêt général. Et surtout, nous avons vu une jeunesse congolaise pleine de talents, des rêves, d'énergie, mais trop souvent chosifiée et abandonnée à elle-même. Une nation ne progresse pas lorsqu'elle refuse de tirer les leçons de ses expériences. Le renouveau est donc né de cette volonté de recommencer autrement les choses. Recommencer, c'est prendre un nouveau départ, c'est tirer les leçons des erreurs du passé, c'est changer de cap. Le renouveau est un mouvement associatif, comme je l'ai dit, politique, socio-culturel, qui est en train de devenir un parti politique, qui tend à mettre le citoyen, la responsabilité et l'intérêt national au cœur de l'engagement public. Nous voulons réhabiliter une idée simple. La politique doit être un service, pas un métier de privilège. La politique au Congo, madame, doit cesser d'être un art de la laideur. Le Congo n'a pas besoin de nouveaux maîtres, il a besoin de nouveaux serviteurs. Le renouveau veut porter cette exigence de cohérence, avoir des convictions et les assumer, prendre des engagements et les respecter, accéder à des responsabilités non pour se servir de la République, mais pour servir la République. Et notre ambition tient en une formule, faire plus, faire vite et faire mieux pour le Congo. Le renouveau est aussi né d'une conviction. Je crois encore profondément au Congo. Je crois à sa jeunesse. Je crois à ses femmes, à ses hommes. Je crois à ses entrepreneurs, à ses intellectuels, à ses artistes, à ses agriculteurs, à ses travailleurs, à sa diaspora et à tous ceux qui, malgré les difficultés, continuent de croire que notre pays peut devenir une grande nation. Nous avons connu des déceptions, madame. Nous avons vu certains rêves se transformer en désillusions, des rêves verrouillés. Mais après l'incendie, l'herbe repousse, madame. Le renouveau, c'est cette herbe qui repousse sur les cendres du renoncement. Nous voulons être une voix qui porte les préoccupations de nos populations, une voix qui défend les intérêts du Congo, une voix qui rassemble plus qu'elle ne divise, une voix qui propose plutôt qu'elle ne se contente de dénoncer. Et surtout, nous voulons transformer l'espérance en action. Voilà pourquoi le renouveau est né. Non pour ajouter un nom de plus à la longue liste des organisations politiques congolaises, mais pour contribuer à faire émerger une nouvelle classe politique, une nouvelle culture politique, une culture fondée sur la responsabilité, le travail, la compétence, la probité, le patriotisme et les résultats. Le renouveau n'est donc pas une simple naissance politique, c'est un réveil. Le réveil d'une conscience, le réveil d'une espérance, et nous l'espérons bien. Le réveil de tout un peuple. Et si nous avons choisi ces noms, c'est parce que nous refusons de considérer que le Congo est condamné à reproduire éternellement les mêmes erreurs. Nous voulons croire que notre pays peut faire plus, faire vite et surtout faire mieux. Pour le Congo, pour son peuple, pour sa jeunesse et pour les générations qui viennent.
Je pense que lors de notre sortie officielle prévue à Kinshasa dans les prochains jours, et je vous invite, madame, nous répondrons à cette question à travers des faits vérifiables. Mais je ne pense pas que vérifier avec qui le renouveau fait son compagnonnage politique en soit ralliement devrait être, à mon avis, la priorité en ce moment. On apprend même des rumeurs de personnes malveillantes qui font circuler des ragots sur des alliances politiques que les renouveaux auraient signées avec tel ou tel autre camp politique, avec telle ou telle autre personnalité politique. On parle même d'énormes sommes d'argent. Laissez-moi rire que j'aurais reçu pour faire basculer le renouveau dans un camp comme dans un autre. Je comprends que le renouveau en tant que mouvement attise, madame, autant de convoitises et fasse trembler. Déjà, certaines officines politiques ont mal de positionnement. Mais la vérité, c'est que notre boussole, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un camp. Mais c'est le camp de la patrie. C'est l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Vous savez, le président de la République peut prendre aujourd'hui une décision qui sert le Congo. Nous, le renouveau, nous la soutiendrons. L'opposition politique aujourd'hui incarnée par la coalition C64 peut aussi défendre une proposition qui sert le Congo. Nous la soutiendrons également. Et si demain, nous soutenons une initiative du pouvoir et que cette initiative s'éloigne de l'intérêt de la nation, nous aurons le devoir de revenir ici et de les dénoncer. C'est cela la liberté politique que nous revendiquons. Dans mon discours de lancement, j'ai dit quelque chose que j'assume pleinement. Soutenir n'est pas se soumettre. Le renouveau ne veut donc pas être une opposition de réflexe. C'est le qui dit non à tout. Mais nous ne voulons pas non plus être une majorité de complaisance. Celle qui dit oui à tout. Nous voulons être une force politique, capable de soutenir ce qui est bien, ce qui est bon, de corriger ce qui doit l'être et de combattre ce qui nuit gravement au Congo. Je préfère être jugé sur cette cohérence que sur les étiquettes que certains voudraient nous coller. Oh voilà, on le voit s'afficher avec des leaders de l'opposition au sein de la diaspora, il cherchait de papier. Mais c'est totalement ridicule d'occulter un débat aussi sérieux en voulant chercher à lire sur mon passeport. C'est totalement rabaissant. Oui, le renouveau est favorable à une réforme profonde de la Constitution. Mais attention, nous l'assumons. Nous l'assumons. Parce que réformer une Constitution n'est pas jouer avec la Constitution. Vous savez, la Constitution de 2006 a eu son utilité historique. Elle a accompagné une période particulière de notre histoire. Mais un État évolue, une nation évolue. Les institutions doivent parfois évoluer avec elles. Notre question n'est donc pas faut-il changer la Constitution parce que le pouvoir veut la changer. Notre question est la Constitution actuelle répond-elle encore suffisamment aux besoins d'un Congo d'aujourd'hui et aux défis du Congo de demain? C'est ça la question. Au renouveau, nous pensons qu'une réforme profonde mérite d'être examinée. Pourquoi? Parce que nous devons corriger les blocages institutionnels qui, vous le savez, opposent régulièrement le pouvoir central et les provinces. Parce qu'un État confronté à des menaces sur son intégrité territoriale doit disposer d'institutions efficaces et d'une chaîne de décision fluide, suffisamment cohérente pour défendre sa souveraineté. Parce que notre jeunesse, qui représente la majorité de la population, doit avoir une place institutionnelle correspondant à son poids réel dans la société.
Parce que notre développement économique a besoin d'un cadre institutionnel stable, lisible et prévisible. Mais surtout parce que le peuple congolais doit avoir le dernier mot. Et dans les cas d'espèce, le peuple peut s'exprimer par référendum. Je refuse les deux extrêmes. Ceux qui veulent imposer une réforme sans débat et ceux qui refusent toute réforme simplement parce qu'elle est proposée par le pouvoir. Nous ne sommes ni pour les changements par opportunisme, ni contre les changements par réflexe. Nous sommes pour une réforme lorsqu'elle sert durablement la République. Et je veux poser une ligne rouge très claire. Nous ne voulons pas fabriquer une constitution pour un homme. Nous voulons construire des institutions fortes pour un pays fort. Vous savez, le Congo est plus grand que chacun de ses dirigeants. Si demain une réforme constitutionnelle est soumise au peuple, elle devra être discutée publiquement, dans la transparence, dans le respect des équilibres démocratiques, du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de l'alternance. Le peuple congolais doit être souverain. Voilà notre position. Oui à une réforme profonde. Non à une confiscation du débat constitutionnel. Ce sera la position du Renouveau. Mais notre position est simple, c'est aussi simple que ça. Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui se paye par la capitulation du Congo. Et pour être très clair, cette guerre n'est pas une crise interne qui nous serait tombée par accident ou par incompréhension. C'est une agression. Il faut dire les choses clairement. Les Rwandais portent la responsabilité principale de ce qui se passe dans nos provinces de l'Est. Ce n'est pas une accusation gratuite. Rappelez-vous, il y a si peu, le groupe d'experts des Nations Unies l'a encore documenté dans son rapport remis en mai 2026 ici, faisant état de plus de 10 000 militaires rwandais engagés aux côtés de l'AFC M23 avec renfort, moyens aériens et équipements de pointe, un appui militaire des forces rwandaises de défense dans des opérations comme dans la consolidation des positions de la rébellion du Nord et Sud Kivu. On ne peut pas parler sérieusement de paix en fermant les yeux sur cette réalité. Mais notre colère ne s'arrête pas à Kigali. Nous condamnons avec la même sévérité les tueries orchestrées par ces supplétifs de l'AFC M23. Des rapports des Nations Unies ont documenté dernièrement des centaines de civils tués, dont des femmes et des enfants, essentiellement des paysans, dans les localités du Nord Kivu. Un rapport onusien a même accusé les M23 d'avoir tué au moins 319 civils en juillet 2025 dans l'est de la RDC. À cela s'ajoutent des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements massifs des populations, les pillages dans nos ressources minières et l'occupation de villes entières à l'est du pays, administrées par l'AFC M23. Vous savez, ces actes ne sont pas des dommages collatéraux d'une guerre lointaine. Ce sont des crimes. Et ceux qui les commettent devront un jour en répondre devant la justice. Nous refusons également l'hypocrisie diplomatique. Vous savez, un accord a été signé à Washington en décembre 2025, prévoyant le désengagement des troupes rwandaises du sol congolais en échange de la neutralisation des FDLR. Accord resté sans effet sur le terrain, puisque quelques jours plus tard, c'est Uvira qui avait été occupé. À
Rutshuru, à Goma, on continue d'enterrer les morts. Le renouveau ne se satisfait pas d'une paix de papier. C'est pourquoi le renouveau soutient le dialogue national inclusif voulu par le président de la République et récemment relancé avec les confessions religieuses. La paix et l'intégrité territoriale, la décrispation politique doivent être l'objectif recherché. La sécurité de nos populations à l'Est, la cohésion nationale, la paix doivent être les finalités de ce dialogue. Et le renouveau s'insurge contre certains agitateurs politiques, ceux qui sont devenus spécialistes dans la prémonition politique, ceux qui savent déjà de quoi l'avenir sera fait, qui commencent à fixer des critères, qui commencent à décréter que tel peut participer au dialogue, tel autre ne peut pas. Le chef de l'État a parlé du dialogue national inclusif. Ce dialogue ne peut réellement être sincère, ne peut réellement atteindre ses objectifs que lorsque il sera inclusif. On peut discuter sur les formats, on peut discuter sur les lieux où il peut se tenir, par sécurité de certains acteurs qui craignent pour leur intégrité physique. Mais il doit être inclusif. Il doit viser la paix, la cohésion nationale, la décrispation politique et surtout l'intégrité territoriale, le rétablissement de l'autorité de l'État sur tous les pans de notre terre. L'honorable Lambert Mende a été pour moi un père, je dirais un repère, plutôt un mentor politique. Il a beaucoup compté dans mon parcours politique. J'ai travaillé à ses côtés pendant 20 ans. J'ai occupé grâce à lui différents postes au sein de l'administration publique, des cabinets politiques, jusqu'à être sur tous les fronts la voix et le visage de la CCU. J'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai donc aucune raison de falsifier cette histoire aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant pour ce qu'il a été pour moi. Mais justement parce que j'assume cette histoire, j'assume aussi la décision que j'ai prise, celle de démissionner du poste de secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais Unis, son parti politique, avec tous les avantages y afférents. J'ai démissionné parce qu'à un moment, ma conscience politique m'a conduit à considérer que je devais prendre une autre direction. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Ce n'est pas une décision prise pour obtenir un poste ailleurs. Et ce n'est certainement pas une décision prise contre la personne de Lambert Mende. C'est une décision de cohérence. Vous savez, l'évolution politique n'est pas un crime. Je me rappelle bien, c'est en 2021, nous l'avons fait ensemble. Au niveau du bureau politique de la CCU, nous avons décidé de quitter le FCC de Joseph Kabila pour rejoindre l'union sacrée du président Félix Tshisekedi. Parce que nous avons estimé que le peuple congolais méritait de voir se matérialiser la vision du nouveau président élu et issu de la première alternance démocratique dans notre pays. Nous avons donc décidé de faire échec à des consignes qui étaient données à l'époque par le FCC pour saboter les actions du président Tshisekedi. J'en sais quelque chose puisque l'un de mes collègues était ministre pour le compte de notre parti à l'époque, André Litt.
Avec ma démission de la CCU, ce n'est pas le changement d'avis de mon mentor sur Joseph Kabila, dont il dit qu'il l'a manipulé pendant toutes ces années, que je fustige. Ah non. Mais c'est le timing et les prétextes choisis pour séduire un peu plus Félix Tshisekedi que je trouve répugnant. Ce que l'on fustige aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui change d'avis exactement, mais c'est un homme qui change d'avis exactement au moment où son intérêt personnel le commande. On ne fustige pas la lucidité tardive, on fustige la lucidité qui, comme par miracle, s'aligne toujours sur la source du pouvoir et des prébendes. Pendant 12 ans, celui qui aujourd'hui prétend découvrir la vérité avait lui-même la charge de la dire aux Congolais. Il était le porte-voix officiel, le gardien attitré du narratif. Alors dites-moi, que faut-il penser d'un ancien porte-parole du gouvernement qui, des années plus tard, plaide de l'ignorance sur ce qu'il était précisément censé connaître mieux que quiconque? Quelle serait, à votre avis, l'attitude des étudiants à qui les professeurs avouent qu'il a été induit en erreur sur tous ces enseignements? Aujourd'hui, il se dépeint en victime sur vos plateaux de télévision. Une victime manipulée par Kabila, qui l'a servi avec un dévouement aveugle pendant 12 ans. Et pour justifier cette vanité maladive, vous imaginez, après la polémique qui s'en est suivie, il va commettre un sacrilège, un grave sacrilège. Il va tenter de salir la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Il dit que comme lui, Lumumba aussi a été manipulé. Vous sentez à quel point la politique est laide. Félix Tshisekedi, dont il disait qu'il est un politicien de seconde zone, avec qui il ne peut pas interagir parce que sa seule qualité c'est d'être un proche parent d'un chef de l'opposition, c'est à celui-là qu'il fait aujourd'hui les yeux doux. Vous savez, face à ces spectacles, j'ai eu un problème de conscience que je ne pouvais plus taire. Comment voulez-vous que je continue de suivre un chef qui réécrit son propre passé avec autant d'aisance? Un chef qui efface des années d'hostilité envers la famille Tshisekedi et qui veut nous faire croire qu'il s'agit de lucidité, alors que tout le monde voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit de calculs politiques. Je ne pouvais donc pas cautionner ce grand écart moral. Voilà pourquoi je suis parti. Parce que il est plus facile de rester, de se taire, de préserver ses relations et de continuer à bénéficier du confort d'une position politique comme celle qui était la mienne dans la CCU. Le plus difficile, c'est de dire je ne me reconnais plus dans cette trajectoire, donc je prends mes responsabilités et je pars. C'est exactement ce que j'ai fait. Et puis est né le renouveau. Nous ne sommes pas, croyez-moi, dans la revanche. Nous sommes dans la relève. Le Sankuru, madame, n'a pas besoin de compassion. Il a besoin d'une stratégie. Je suis moi-même originaire de la province du Sankuru, au cœur de la RDC. Je connais donc la fierté de ces peuples, mais je connais également ses frustrations. Et je crois qu'il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. 20 ans de cycles électoraux devraient normalement avoir permis de construire davantage de choses au Sankuru. Or, nos populations continuent à attendre des routes, de l'énergie, des infrastructures scolaires et sanitaires, des emplois, et surtout une véritable économie locale. Cela signifie que nous avons un problème qui dépasse les individus. Notre échec est d'avoir trop souvent confondu la conquête du pouvoir avec la transformation du territoire.
Une élection ne doit pas être une fin, elle doit être le début d'un contrat avec la population. Le Sankourou ne doit pas être seulement un territoire où l'on vient chercher des voix pendant les élections. Il doit devenir un territoire où l'on investit, où l'on produit et où l'on crée de la richesse. Nous devons changer de méthode. Route, énergie, agriculture, éducation, santé, entrepreneuriat, transformation locale de nos ressources. Voilà ce qui devrait être la priorité, nos priorités. Et surtout, nous devons mettre fin à cette culture politique qui consiste à expliquer éternellement pourquoi nous n'avons pas réussi. Un responsable politique doit être capable de dire, voilà ce que nous avons promis, voilà ce que nous avons réalisé, voilà ce que nous n'avons pas réalisé, et voilà pourquoi. C'est cette culture des responsabilités que les renouveaux veulent installer. Je ne veux pas être celui qui dira simplement, regardez comme les Sankourou va mal. Je veux être celui qui dira, voici les problèmes, voici la solution, voici les délais qu'il nous faut, voici les moyens, et voici comment vous pourrez nous demander des comptes. C'est cela pour moi la politique de la relève que nous apportons. Les Sankourou possèdent des terres, des ressources, des femmes et des hommes capables. Il possède surtout une jeunesse qui ne demande pas de la charité, elle demande une chance. Notre responsabilité est de créer cette chance, donner aux Sankourou la chance de réussir. Et c'est précisément le sens de notre devise. Faire plus, faire vite, faire mieux. Je sais que dans le prochain jour, je reviendrai avec force de détail pour parler un peu de la reculade dans le Sankourou. Je suis d'ailleurs en train d'écrire une tribune qui est en train de réfléchir au bilan depuis que les politiciens défilent, depuis que nous nous sommes divisés en communautés pour soutenir tel leader, où on en est 20 ans après, entre 2006 et 2026 aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? En quoi est-ce que le Sankourou a grandi? En quoi est-ce que mon Lodja natal a grandi? C'est à cette réflexion que je vais vous inviter assez prochainement. Je m'adresse à vous non pas en observateur lointain, mais en compagnon de route. Conscient de vos rêves, de vos frustrations et de la fin légitime de réussir qui nous habite tous. Cette fin est saine, elle est même le moteur de toute nation qui veut se relever. Mais elle devient un poison les jours où elle nous pousse à emprunter des sentiers obscurs, plutôt que le chemin plus long, mais plus digne du travail. Vous savez, nous vivons une époque étrange, où des pratiques autrefois honteuses, exercées dans l'ombre, s'affichent aujourd'hui au grand jour, presque comme des services publics. Des maîtres spirituels, des marabouts, qui hier se cachaient, font aujourd'hui la publicité de leurs recettes et miracles, promettant la richesse instantanée, le pouvoir sans effort, les succès, la réussite. À cette jeunesse tentée par ces raccourcis, je dis avec la fermeté d'un père et la tendresse d'un frère, aucun pacte occulte n'a jamais construit une vie, une nation. Aucune formule magique n'a jamais remplacé une nuit d'études, une entreprise bâtie à la sueur du front, un métier appris avec patience.
Le seul pacte qui vaille est celui que vous signez chaque matin dans la prière avec Jésus-Christ, mais aussi avec vous-même. Celui de vous lever, d'apprendre, de travailler et de croire en votre propre valeur. La confiance en soi ne s'achète pas dans l'ombre d'un sanctuaire douteux. Elle se forge dans la persévérance et la dignité du travail accompli. Je veux aussi vous parler d'une autre dérive, tout aussi préoccupante, celle du dénigrement et de l'insulte devenue pour certains un mode d'expression, surtout sur les réseaux sociaux. Nous avons assisté récemment à un spectacle qui n'honore pas notre jeunesse. Des attaques verbales, de la médisance dirigées contre la très distinguée première dame de la République, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, pour ne pas la citer. Au-delà de sa qualité, rappelons ce qu'elle est avant tout. Une mère, une femme au foyer, une Congolaise de qualité qui a fait le choix, un jour, d'investir dans l'éducation de nos filles et de nos fils, dans l'autonomisation de la femme congolaise et dans les causes humanitaires qui soulagent les plus vulnérables d'entre nous. S'attaquer à elle par l'insulte, c'est se tromper de combat. Vous savez, la critique constructive a sa place dans une démocratie vivante, mais l'injure gratuite n'en a aucune. C'est pourquoi, au nom du renouveau, je tiens à lui renouveler tout notre soutien et notre reconnaissance sur son engagement constant envers la jeunesse et l'éducation congolaise. Chers jeunes, notre pays a besoin de bâtisseurs, non des raccourcis. Il a besoin des mains calleuses par le travail, non des mains tendues vers des promesses vides. Il a besoin des voix qui élèvent, non des voix qui rabaissent. Le renouveau que nous portons ensemble ne sera ni un miracle, ni un slogan. Il sera le fruit de notre travail collectif, de notre discipline, de la confiance retrouvée en nos propres capacités. C'est cela. Vous savez, l'avenir ne se négocie pas avec l'obscurité. Il se construit patiemment dans la lumière du travail et du respect mutuel. C'est peut-être l'occasion pour moi de saluer ces nombreux jeunes qui m'ont étonné. Je parle de ces jeunes qui nous ont rejoints. J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle adhésion populaire pour ce mouvement de renouveau. Je vous remercie de croire en nous. Je vous remercie de faire confiance en notre capacité de nous tenir la main et d'avancer ensemble. Le renouveau n'est pas un parti où l'on vient faire des courbettes à une autorité morale. Le renouveau n'est pas un mouvement où votre sort est lié aux humeurs ou aux ressentiments d'un leader. Le renouveau, c'est un mouvement où l'on se tient la main et l'on avance ensemble, où l'on échange, où l'on se concerte pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Le renouveau, c'est un mouvement qui veut vraiment mieux porter son nom. Le renouveau, le changement, cette renaissance, ce nouveau départ que nous voulons prendre ensemble. Je vous invite très nombreux à Kinshasa lors de notre sortie officielle. Et nous allons prouver au monde qu'il existe au Congo des jeunes de qualité. Ceux qui se distinguent par leur subtilité d'esprit et leur noblesse d'ambition. Ceux qui ont une grande vision pour l'avenir de ce pays, de notre Congo. Merci à vous. Merci de continuer à rejoindre le renouveau. Merci de continuer à nous suivre. Et merci surtout de venir nombreux à notre rendez-vous pris à Kinshasa
pour la sortie officielle.